Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec ce nouveau format. J'ai pas encore totalement réfléchi au nom. Peut-être que ça sera les chroniques du All Geek. On va voir, je trouve que c'est pas mal. Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, j'ai décidé de faire des vidéos un peu plus longues, peut-être un petit peu plus poussées sur mes analyses, et aussi de varier un petit peu, de pas uniquement me cantonner sur une œuvre par vidéo. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite avec mes achats VO. Effectivement, je suis allé acheter quelques petits trades paperback à Paris. Premier trade, King in Black. Voilà. Donc les 5 épisodes scénarisés par Donny Cates et dessinés par Ryan Stegman, que j'ai pris donc en trade paperback. Bon, moi je suis plutôt team souple, donc voilà. Sachant que il me semble que c'est ce mois-ci que se finit en France King in Black, le softcover. Effectivement, alors celui-là, c'est coûté 25 $, donc j'ai payé 25 €, c'est cher. C'est sûr que je n'ai pas fait la meilleure affaire du monde, hein, je l'ai pris en magasin. Voilà, parce que les magasins font généralement 1 € et 1 $ égale 1 €. Voilà. Bon, après, il faut bien faire travailler tout le monde, c'est peut-être pas la meilleure affaire, mais bon, c'est vrai que je préfère me déplacer, voir des gens, plutôt que faire fonctionner une centrale quelque part. Bref, peu importe. Le fait est que ce tome, alors je suis très satisfait de l'avoir eu. La qualité est bonne, ça faisait très longtemps que je n'ai pas acheté de trade paperback US. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, en plus, la tranche est sympathique. C'est chapitré, bien sûr. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est deux choses. Première chose que je vais vous montrer tout de suite. Alors, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, hein, puisqu'elle vient de sortir. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai dans l'idée de faire une vidéo spéciale sur Venom et sur le run de Donny Cates. Alors, j'ai pas envie de vous dévoiler le titre auquel je pense pour cette vidéo parce que ça pourrait spoiler, sachant que l'épisode 200, donc le 35, ne sortira en France qu'en décembre. Du coup, c'est un peu compliqué. Néanmoins, voilà, deux choses qui m'ont bien plu dans ce trade. Alors, je sais pas si c'est la même chose en français, du coup, je n'ai pas feuilleté les éditions françaises. C'est qu'on a une espèce de chronologie avec tous les intervenants et chronologiquement tout ce qui s'est passé avec les épisodes reliés, Venom 1 à 6, Web of Venom, Absolute Carnage, etc. jusqu'à la conclusion. Donc une espèce de petite frise chronologique assez sympathique. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Et après, on a beaucoup de couvertures variantes. Beaucoup de couvertures variantes qui sont sous cette forme. Donc, il y a une qui m'a particulièrement plu. Alors, je ne sais pas si elle a été reprise en français ou pas, mais c'est la version, donc les couvertures, comment ils appellent ça, connecting cover, donc les couvertures connectées, donc ils forment un ensemble. Je ne sais pas si on va bien la voir, voilà, de Lenny Franciulli. Alors, on ne voit pas trop Venom qui est juste au milieu, mais voilà, donc ça forme une frise, les 5 numéros, c'est plutôt pas mal, moi je trouve ça assez sympathique. Voilà. Donc, compagnon à celui-ci, effectivement, je vous avais montré la dernière fois le Venom qui est sorti là en France, donc il faut lire pour intercaler, donc je vais voir comment je vais lire. Sachant que je l'ai lu déjà une première fois en numérique vers Marvel Unlimited, je l'ai relu là rapidement, je vais le relire. Il y a des choses qui m'ont fait rigoler. Du coup, je pense qu'il y aura peut-être un peu de sel quand je ferai la review, parce que voilà. Deuxième achat VO que j'ai fait, j'ai acheté le trade Miles Morales. D'ailleurs, c'est pas Spider-Man Miles Morales, j'étais assez étonné. Donc, j'ai acheté celui-ci qui reprend les épisodes 16 à 21, donc, qui est sorti cet été en France, donc qui fait suite au soft. Mais du coup, voilà, moi ça m'intéressait d'avoir le soft, de continuer dans la lignée. J'ai pas envie d'acheter un 100% numéro 1 en plus, alors que c'est l'épisode 16, enfin ça n'avait aucun sens. Et j'ai acheté donc sa suite. Donc on a Ultimatum et Clone Saga. Alors Clone Saga qui va du 22 au 28. Voilà. Toujours scénarisé par Saladin Ahmed, avec cette fois plusieurs dessinateurs. Il y en a beaucoup, je ne vais pas forcément tous les nommer. Voilà. Ça reste dans la lignée des tomes précédents, plutôt sympathique. Je vous montre quelques pages, voilà. Hop, un petit spoiler ou pas. Du coup, c'est l'assesseur qu'on avait déjà vu dans l'épisode 8. Un très bon épisode 8, je trouvais ça. Alors, comme d'habitude, c'est quoi, les trades sont plutôt vraiment bien faits. En plus, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai trouvé assez sympathique,
c'est qu'en fait, ils font ici, voilà, si vous voulez commencer les histoires de Miles Morales dans l'univers 616, voilà, ça commence là. Ça continue ici, donc il y a tous les trades qui sont numérotés, et donc en fait, on peut suivre, même s'ils ont changé de nom, on peut les suivre chronologiquement puisqu'ils sont indiqués. Donc c'était plutôt pas mal. Et puis surtout, pourquoi j'ai acheté ces 2 tomes, parce que vous voyez, donc c'est du soft, vous voyez la place que ça prend. Voilà. Je vous mets maintenant à 100% en AL, un tome pour que vous puissiez voir. Voilà, donc en fait ça fait la même taille, 2 pour la taille d'un, donc voilà, moi j'ai pas une place extensible, en plus comme je l'ai dit je préfère le souple, donc voilà. Donc c'est mes petits achats VO récents, donc, plutôt sympathique. Je referai sûrement un tour et je vous remontrerai mes achats en fin d'année en VO, puisque j'ai commandé plusieurs petites choses concernant notre ami Conan, dont nous allons tout de suite parler pour la première review. Donc, je vais vous parler du tome 3 de Conan le Barbare, scénarisé par Jim Zub et dessiné par 2 principaux dessinateurs. Donc, comme 3, il y a écrit Jorge Antonio, Robert Hill, qui fait il me semble, les couvertures, et Luca Pizza. Alors, de quoi ça parle? Alors, c'est là où je vous avais expliqué dans ma vidéo news qu'effectivement, je l'avais lu plusieurs fois, et qu'il y avait des petites choses qui m'avaient fait tiquer, ou voilà. Du coup, pourquoi, comment? Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est de connaître les intentions de l'auteur et de voir où est-ce que ça se situe. Donc là, ce qu'ils disent, c'est que ça se situe dans un pays assez à l'est, il me semble, hein, que je crois qu'il y a la carte. C'est intéressant de voir la carte. Donc voilà, donc ça se trouve dans ce pays qui serait une représentation de l'Inde, que Conan aurait déjà vu lors de l'histoire The People of the Black Circle, je sais pas comment on traduit ça en français, les personnes du cercle noir, qui est une très bonne histoire, hein, qui a été écrite par Robert E. Howard, hein, donc l'auteur originel. Et donc là, Jim Zub décide de repartir sur cette partie-là, voilà, de faire un Conan qui est plutôt dans ses jeunes années, mais pas totalement novice non plus. Voilà, pourquoi pas. Alors, on retrouve un style, moi, que je trouve un peu inspiré d'Asrar, en moins bon, mais voilà, donc ça fait une pseudo-continuité graphique avec le reste, avec l'excellent run d'Asrar et d'Aaron, en tout cas moi que j'ai trouvé très bon, même si là aussi il y a quelque chose à dire, j'en parlerai peut-être, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant par rapport à ce run qui nécessite d'être creusé. Donc l'histoire est très simple, hein, donc voilà, Conan se trouve dans sa ville de Garchal, en Uttarakuru. Voilà, donc bon, il comprend pas tout ce qui se passe, mais bon, voilà, il y a une fête, il comprend rien à ce que disent les personnes. C'est d'ailleurs un des points qui m'avait gêné. Effectivement, on se retrouve, tu vois, vous voyez, la personne parle à Conan, il dit je comprends pas, mais bon, tes intentions sont claires. Enfin bref. Du coup, tous les personnages parlent une langue que l'auteur a inventée. Et son intention à l'époque, c'était effectivement que le lecteur se retrouve exactement comme Conan, c'est-à-dire qu'il ne comprenne pas ce qui se passe. Et que du coup, il soit lui aussi immergé dans cette sensation de non-compréhension et d'être porté par des choses qu'il ne contrôle pas. C'est intéressant. Sur principe, moi ça me gêne toujours un petit peu quand je vois plein de bulles que je ne comprends pas. A priori, en VO, dans l'épisode 4, ils avaient fait un petit lexique, un petit glossaire avec les différents termes. Je ne l'ai pas vu dans la version française. Je regarderai peut-être plus précisément, mais voilà. C'est un peu dommage parce que du coup, on pouvait quand même comprendre les mots avec ce petit glossaire. Là, il y a des bulles qu'on, de fait, ne lit pas. Donc, ouais, parce qu'on ne comprend pas. C'est une langue qui n'existe pas, qui a été inventée spécialement pour ça. Alors, Jim Zub qui avait déjà fait a priori la même chose avec un jeu. Pourquoi pas, après tout, on peut faire des jeux inventés sur une histoire. Mais là, bon, sur le principe, je trouvais ça un petit peu, des fois un petit peu gênant pour la compréhension. Donc, Conan, qui comprend rien à ce qui se passe, décide de participer à une épreuve de force et se retrouve bien malgré lui entraîné dans un tournoi mortel, le Creuset.
où finalement, pour répondre aux attentes du dieu qui s'appelle Shali Mai, il y a une épreuve qui se passe où les différents combattants, prisonniers qui se sont mis dans ce creuset, doivent parcourir un labyrinthe et arriver jusqu'au bout afin d'honorer ce dieu. Et ils seront ainsi choisis pour faire partie de son armée à la fin des temps. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir tout ce parcours avec un Conan qui du coup veut survivre, est forcé via les événements et via aussi un peu de son ignorance à faire des choses qui n'étaient pas prévues. Et il atterrit dans ce creuset avec un certain nombre de participants qui viennent d'horizons divers et variés. Et voilà, et l'histoire se suit. Alors, là où ce qui m'a gêné, c'est que dans cette histoire, l'aspect magie est très très fort, en fait. Je vais vous montrer quelques planches sans essayer de vous spoiler, mais du coup, voilà. Du coup, vous pouvez voir, il y a une espèce de... Le labyrinthe a été créé il y a environ une centaine d'années, et on peut voir qu'à l'entrée, il y a des petits cristaux qui vont s'éteindre à chaque fois qu'un participant meurt. Donc, du coup, il y a une espèce de magie pour savoir qui meurt, comment il meurt. Il y a des pièges, et puis il va découvrir un... Alors comment ils appellent ça? Du coup, je sais plus comment ça s'appelle. Un chaman de l'au-delà, qui fait appel à de la magie. Du coup, ça j'ai un peu tiqué parce que du coup, Conan s'est toujours méfié dans les histoires originales de la magie, des magiciens, de tout ce qui est un peu mystique. C'est quelque chose qui lui fait peur, qui est ancré en lui en tant que barbare et qu'il n'apprécie pas trop. Du coup, cet aspect très magique, à un moment donné de l'histoire, j'ai trouvé que ça ressemblait plus à Conan l'aventurier qu'à Conan le barbare. Conan l'aventurier, pour ceux qui l'auraient vu, c'est effectivement ce dessin animé des années 90 où Conan, avec plusieurs compagnons, combattait les hommes serpents et un de ses compagnons était un magicien. Et là, c'est un peu la même chose. Je me suis dit, mince, alors même si c'est pas désagréable, hein, effectivement, de sortir un petit peu Conan de sa zone de confort et l'amener vers autre chose, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça, quoi. Du coup, on a un Conan qui tombe plus vers l'heroic fantasy que le sword, quoi. Même si Conan, normalement, c'est le sword and sorcery, donc l'épée et la sorcerie. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu trop mystique pour moi. En tout cas, dans le type des histoires, même si Conan, dans toutes les histoires, dit, de toute façon, il n'y a rien que l'acier ne peut pas trancher, et à partir du moment où on peut trancher, on peut tuer. Donc, bon, il a toujours été dans cette philosophie, Conan. Mais c'est vrai que là, le mysticisme, j'ai trouvé ça un petit peu curieux. Donc, voilà. Après, Jim Zub fait un arc en 4 numéros seulement. Ce qui est très très rare, en fait, actuellement. Très très rare, parce que généralement, on se base sur un trade sur 5 numéros, voire 6, voire plus, mais des petits arcs comme ça, de 3, 4 numéros, c'est très très rare. C'était une spécialité qu'il a fait aussi quand il a repris Uncanny Avenger. Voilà. Après le run de Dugan, je crois que c'est lui qui l'a remplacé période Secret Empire. Et il faisait des tout petits arcs, 1, 2. Voilà. Donc Jim Zub, il a vraiment pas mal d'idées, je trouve. Il a le bon ton. Il a repris, moi j'avais lu ces quelques épisodes de la reprise des champions suite à Mark Waid qui était vraiment excellentissime. Vraiment, après Mark Waid qui était exsangue, qui racontait rien, Jim Zub avait réussi à vraiment créer une dynamique d'équipe. C'est jamais pas en français, ne cherchez pas. Mais voilà, donc Jim Zub malheureusement qui a fait aussi Avenger No Surrender, qui a fait Avenger No Home Road, donc La Nuit Noire là, qui est sortie récemment, à 6 mains avec Ali Wing et Mark Waid, n'est malheureusement pas l'auteur qui a été le plus mis en avant par Marvel, mais qui est très honorable dans ses travaux. Alors, c'est peut-être pas le top, le top du top, hein. Effectivement, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'histoire qu'avait fait Aaron, c'est un peu moins bien, mais il n'empêche que là, je n'ai 4 numéros et ça a l'air de suivre, en fait. C'est pas un run qui est prévu sur 12 numéros où on sait où on va. Là, ça a l'air d'être plutôt des petites histoires qui vont se dérouler sur plusieurs moments. Et d'ailleurs, il est toujours aux manettes, il me semble, aux États-Unis. Et il a passé l'épisode 25 qui est l'épisode 300. Voilà, il me semble, Legacy. Voilà.
Marvel applique aussi le Legacy pour Conan, donc non, voilà. Donc du coup, un premier arc en 4 qui est plutôt malin, qui amène aussi une réflexion par rapport justement aux croyances, d'où viennent ces croyances, qu'est-ce que ça veut dire, et après, là aussi, on retombe dans un deuxième arc. Alors, je vais vous montrer un peu le changement de dessinateur. Donc, avec toujours les couvertures qui sont plutôt pas mal. Alors, en ordre de préférence, j'aimais beaucoup celle des Adribic. J'aime beaucoup celle d'Alex Ross aussi. Bon, mais bon, le run de Degan, je n'ai pas trop accroché. Enfin, et donc, là, on retrouve donc, Conan qui va en Kitaï, qui est l'Asie, en fait, dans le monde de Conan. Hein. Et il se retrouve affublé d'une épée, qu'il a récupérée, je vous dirai comment, à la suite du premier arc. Une épée qui est un peu bizarre, qui change son comportement, qui va l'inciter à faire des choses, qui va lui, comment dire, le conduire à avoir des visions. Donc là aussi un aspect mystique lié à l'objet très très différent de ce qu'on pouvait avoir, même si il y a bien eu, j'ai recherché dans ma mémoire, hein, il y a bien eu une période où ça existait, effectivement avec une petite histoire de Roy Thomas avec une statuette de déesse chat. Voilà. Et là aussi, ça m'a refait penser à ça, donc je me suis dit, ouais, en fait ça a déjà été fait, différemment, certes, beaucoup plus court, mais pourquoi pas. Je me suis dit, ouais, j'attends de voir où James Up va nous emmener sur cette partie. Donc du coup, il n'y a que 2 épisodes de cette partie-là dans ce tome. Les épisodes, donc, ah oui, je vous ai pas dit que ça allait du 13 à 18, ces épisodes quand même de Barbarian, 13 à 18, donc globalement, 17-18 sont ce nouvel arc avec cette épée un peu bizarre. Mais du coup, le style est pas si mal, je trouve ça plutôt agréable en termes de style et graphique. C'est... est-ce que sans vous spoiler non plus, hein, c'est pas non plus extraordinaire, mais disons que ça passe. En fait, il y a beaucoup de planches qui peuvent vous spoiler ou qui sont violentes. J'ai pas forcément envie de faire ni l'un ni l'autre. Ça donne une ambiance très particulière. Donc ce tome est plutôt une bonne redécouverte. En fait, la lecture est intéressante, mais elle est exigeante du coup, parce que en fait, la première lecture, je vous avoue, avec moi, j'ai trouvé ça moyen. Deuxième lecture, avec les intentions de l'auteur, je trouve ça plus intéressant. Et finalement, je me suis laissé prendre sur ce tome. Et je ne regrette pas. C'est sûrement pas dans toutes les centaines d'histoires que Conan a pu avoir, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil, faites-le. Si vous ne connaissez pas le personnage, c'est pas très grave, parce que pour moi, justement, l'auteur, Robert E. Howard, a fait toujours en sorte que les histoires n'aient pas de continuité, qu'elles puissent se lire, qu'on puisse piocher dans Conan. Et du coup, Conan, il faut le prendre comme ça. À la base, c'est des histoires au coin du feu, au coin du feu, dans un bar où quelqu'un commence à dire les chroniques némédiennes. Il dit voilà, sache au prince qu'à un moment donné, il s'est passé ça, et on raconte l'histoire. Et ça a toujours été comme ça, Conan. Quelque chose de... Voilà, on sait peut-être pas ce qui s'est passé avant, on sait pas ce qui se passera après, mais sur le moment, on a une histoire qui est toujours très bien faite, avec un personnage dont on connaît les principes et les caractéristiques. Voilà. Et on avance, et je trouve ça plutôt intéressant comme lecture. Du coup, est-ce qu'il faut le premier? Non. Est-ce que le premier peut se lire indépendamment? Oui. Donc du coup, moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc c'est rupture, et finalement dire voilà, on commence par un tome 3, mais c'est pas grave, si on n'a pas lu le tome 1 et tome 2, ça n'a pas d'incidence. Voilà. Par contre là, effectivement, le tome 4 est directement relié, là c'est un peu moins vrai. Donc voilà pour cette petite review de Conan, que je trouvais très intéressante. Du coup, on change d'univers, et je voulais vous parler d'un manga
d'un manga dont j'ai découvert l'animé récemment et qui franchement m'a bien plu. Hein. C'est pas, là aussi, c'est purement du fun en fait. Il s'agit de Terraformars. Terraformars, dont je vais vous montrer, je possède actuellement que les 5 premiers numéros. Je vous montre les couvertures. Hein. Des numéros avec des personnages qui sont assez sympathiques. Moi j'aime beaucoup le personnage de Michel Calieris. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup j'ai regardé. Alors les couvertures sont très belles. Je vous ressors la jaquette pour vous montrer. Et du coup ça fait quelque chose d'assez sympathique. Hein. Franchement, je trouve que ça le fait. Elles sont toutes comme ça. Elles sont toutes sur. Et autre point assez sympathique, c'est que du coup on a toujours une jaquette à l'intérieur qui est légèrement différente avant-après. En fait, il a plus ses vêtements. Voilà. Il a plus ses vêtements. Mais je trouve ça assez marrant, cette jaquette finalement différente. Jaquette et couverture qui sont légèrement différentes. Du coup, je trouve que ça amène un petit plus à l'histoire. Quoi, pas plus à l'objet, pas à l'histoire, à l'objet. Du coup, de quoi ça parle Terraformars? Terraformars, très simplement, l'humanité en 2599, voilà, bon, comme d'habitude, problème de surpopulation, de ressources, tout ce qu'il y a de classico-classique dans le monde de la SF, décide de terraformer, donc de transformer une planète pour la rendre habitable pour les êtres humains, et elle jette son dévolu sur Mars. Et de manière à changer radicalement l'atmosphère et les conditions de vie sur Mars, ils introduisent 2 espèces terriennes, du lichen, qui va permettre de consommer le CO2, enfin faire du CO2, de l'oxygène, enfin bref, d'augmenter la température sur Mars, et à la fois pour propager ce lichen et pour aussi faire un cycle de vie, ils décident d'introduire des cafards. En principe, pourquoi pas. Ils introduisent des cafards, du lichen, et puis ils attendent, ils vont voir ce que ça donne 500 ans après. Donc 500 ans après, il y a une première mission Bug One qui est arrivée sur Mars. Ça a été un échec, c'était compliqué. Du coup, 20 ans après, ils lancent une mission Bug 2. Avec cette fois, les humains se sont préparés. On ne sait pas exactement pourquoi ça s'est mal passé, mais du coup, il y a des humains qui sont des humains qui ont été modifiés génétiquement pour pouvoir à la fois supporter les conditions de vie sur Mars, qui sont un peu particulières, hein, parce qu'on n'est pas la même chose que sur Terre, et pour combattre, a priori, quelque chose qui aurait massacré la population. Et du coup, alors je vous montre quelques tomes, je trouve que c'est très bien dessiné. C'est vraiment très sympathique. J'aurais aussi de vous montrer une planche, voilà. Et puis je vous spoiler un truc, parce qu'effectivement, quand ils arrivent sur Mars, donc ça c'est ils tombent sur des personnages anthropomorphiques qu'on peut voir, qui seraient en fait l'évolution des cafards. Voilà. Et ces cafards, ils sont pas très amicaux. Donc ça va donner à des scènes de violence extrême. Alors je vous montre une scène, voilà, parce qu'il n'y a pas de sang, mais effectivement, un des cafards attaque une jeune fille et lui brise le cou, d'un coup. Hello, comment ça va? Voilà, donc ça va être, c'est effectivement chez Kaze Seinen. C'est fait par Yu Sazuga au scénario et Kenichi Tachibana au dessin. Donc, voilà, c'est de la SF. Je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Et du coup, ce premier tome reprend toute la mission Bug 2. Et après, on va commencer avec la suite, avec un nouveau personnage qui apparaît pour la mission Bug 3. Parce que là aussi, 20 ans après, sur cet échec, en fait, il y a eu une espèce de virus qui se propage sur Terre. On ne connaît pas exactement le pourquoi du comment. Ce virus a l'air très bizarre, mais ça serait lié à Mars. Et donc, il faut capturer des spécimens vivants pour pouvoir reproduire le virus, parce que le virus est mortel, mais ne se reproduit pas comme un virus normal. Donc, c'est très étrange. Du coup, on ne peut pas l'analyser en laboratoire, et donc on est obligé de récupérer des spécimens vivants sur Mars. Et pour ça, toute la population, l'ONU, la population, les différents pays du monde préparent leurs équipes pour aller sur Mars. Et donc, entre une équipe sur Bug 2, qui était composée de 15 membres qui ne savaient vraiment pas ce qui arrivait, là on est sur
un équipage de 100 personnes, eux aussi qui ont subi des transformations. Et d'ailleurs, les transformations, c'est aussi qui fait tout le sel de ce manga, c'est que les transformations sont liées à des animaux, voire des insectes. Et en fait, certains personnages, comme celui-ci, voilà, son ADN a été, le commandant Komoshi, a été amalgamé avec l'ADN du frelon géant asiatique. Voilà. Frelon asiatique que l'on connaît bien, hein, et qui a fait des ravages récemment. Donc du coup, une espèce très agressive, qui a des dards empoisonnés, qui une force... Et du coup, les humains se transforment. Et est-ce que j'ai une image de transformation? Donc ils sont plus tout à fait... voilà, ils sont transformés. Ça donne quelque chose. Et voilà. Et donc l'histoire, moi je trouve que c'est très très fun. Alors c'est pas... Ça va pas être du très très grand développement de personnages, etc. Néanmoins, il y a des choses qui se passent. Il y a de l'action, de l'imagination. Il y a des personnages qui sont, je trouve, très charismatiques. Et voilà. Donc c'est du fun. C'est du fun pour public averti, hein, parce que certaines scènes sont effectivement très graphiques, comme on dit. Mais voilà. Donc pour le moment, je continue. Alors il y a 23 tomes publiés actuellement. Voilà. C'est une petite série. Le tome coûte peut-être un peu cher. C'est 8,30 €, je crois, le tome. Ce qui est un peu plus cher qu'un manga classique. Mais voilà. Comme je vous l'ai dit, les couvertures sont plutôt classe. Le contenu est très beau. Seule problématique, c'est que des fois, il y a certains textes qui sont petits, écrits tout en blanc. Et il faut avoir une petite loupe pour les lire. Mais bon, à part ça, ça reste quelque chose de plutôt pas mal, quoi. Du coup, donc, si vous avez l'occasion, bah, n'hésitez pas. Vous pouvez regarder aussi l'animé, hein, pour vous faire une petite idée. Hein. L'animé est moins bien animé. Vraiment. C'est pas un top tier d'animation, mais ça fait le taf. Hein. Franchement, c'est pas. Je crois que les premiers sont gratuits sur YouTube. Vous pouvez regarder, aucun souci. Donc c'en était, voilà pour ma petite chronique manga. Et du coup, comme j'en avais dit, alors là c'est deux lectures de nouveautés, hein, finalement, nouveautés, en tout cas de découverte slash nouveauté. Mais j'ai également relu, avant de passer à une autre nouveauté aussi dont je parlerai à la fin, j'ai également relu ces 2 tomes de The Totally Awesome Hulk. De Greg Pak et de Frank Cho dans le premier, de Mike Choi dans le deuxième, et d'Alan Davis. Alan Davis qui fait quelques numéros liés à Civil War 2. Voilà, donc bon, graphiquement, c'est quand même pas mal. Pour ceux qui apprécient Frank Cho, c'est quand même des planches très très sympathiques, hein, vraiment très enlevées. Voilà, alors c'est... Et justement, je me suis posé la question, alors moi je ne possède malheureusement, j'ai que ces 8 premiers épisodes. La suite, je ne l'ai pas acheté, je ne sais plus pourquoi. Peut-être parce que c'était un peu cher à l'époque, hein, je vais vous faire sourire, mais ça c'était 4 épisodes pour 5,50 €. Je trouvais ça un peu cher hein, en termes de ratio. J'étais fou à l'époque. Quand on voit les prix maintenant, ça, en français maintenant, ça va avoir 15 €, 16 €. Si on le retrouve en dur, ça sera version dure, etc. D'ailleurs, ça n'a jamais été réédité, je crois. Ce qui est sûrement dommage, parce que du coup, c'est une série qui est plutôt pas mal, en fait. Parce que, sous l'aspect, effectivement, très arrogant du personnage principal, Amadeus Cho. Alors, Amadeus Cho, c'est qui? Amadeus Cho, c'est un jeune homme, voilà, qu'on a découvert à un moment donné dans le run de Greg Pak. Voilà, un humain qui part du principe que Hulk doit être laissé tout seul et que Hulk fait tout pour ne pas blesser les gens. Donc il a une théorie disant que la partie bannaire de Hulk lui permet de calculer et de jamais blesser les gens parce que quand il frappe, en fait, inconsciemment, il frappe de manière à envoyer les débris là, ici et là, mais sans jamais blesser personne. Et il devient le principal allié de Hulk dans la saga qui conduit à War Hulk et après il accompagne Hercule dans l'arc sur Incredible Hercules, l'incroyable Hercule, qui fait la suite de War Hulk. Donc, voilà. Donc, c'est un personnage qui a été inventé, c'est un jeune d'origine asiatique, coréenne, et voilà. Donc
c'est pas grand-chose finalement, mais il se considère comme un ami de Hulk, un peu comme Rick Jones à ses débuts, mais plus jeune. Rick Jones a vécu beaucoup d'aventures, mais il est un peu sorti, il a vraiment vécu des aventures super-héroïques. Et du coup, dans ce tome, en tout cas dans les 4 premiers, eh ben on découvre effectivement un nouvel Hulk, qui n'est autre qu'Amadeus Cho, qui a récupéré, on va le voir au fur et à mesure, les pouvoirs de Hulk. Et c'est un Hulk très différent de ce qu'on a pu avoir, effectivement, parce qu'il embrasse ce côté Hulk sans problème. En tout cas, c'est ce qu'on croit au début. Du coup, il se prend vraiment pas la tête, il sait qu'il peut tout faire, il est très intelligent, il est considéré comme la huitième personne la plus intelligente selon le test de Pym machin. Voilà. Donc c'est un Hulk qui prend du plaisir à faire ce qu'il est, qui est accompagné de sa sœur, personnage là aussi inventé pour l'occasion. Sa jeune sœur lui doit avoir 18 ans, elle va avoir 16 ans. Et en parallèle, on a toute la partie qui conduit à la perte des pouvoirs de Hulk. Voilà. Donc, c'est assez marrant de voir ces parties flashback et ces parties plutôt plus récentes pour comprendre un peu ce qui se passe. Voilà. Après, forcément, c'est toujours un peu la même chose. Il y a des personnages qui sont tellement mis à l'amende. Franchement, encore une fois, Tony Stark, Black Panther, voilà, ils passent vraiment pour à la fois pour des personnes qui n'ont pas de solution, même s'il y a un sous-texte en disant ouais bon effectivement t'as 40 000 projets en cours, moi j'en ai qu'un, c'est Hulk, donc je comprends que je sois plus efficace que toi, certes, mais ils passent toujours pour des neuneux, pour des... La solution, bah, on envoie Hulk dans l'espace, on envoie Hulk sur la zone négative, on envoie Hulk, voilà. C'est jamais très constructif, on détruit Hulk, on tue Hulk, enfin ouais. C'est assez marrant. Bon, après, c'est une vision aussi très manichéenne, finalement, des personnages, dont Greg Pak réussit quand même plus ou moins subtilement à sortir. Donc ce premier tome, en tout cas ces 4 premiers épisodes, c'est vraiment la baston, du truc, etc. Et on a, la première fois, je vais essayer de retrouver la planche, la vision du contrôle de Hulk, qui est très intéressante et très importante dans l'histoire. En fait, Amadeus Cho se voit conduisant une voiture, et dans le coffre, il y a Hulk. Voilà. Et il dit, c'est moi qui ai le volant, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais que Hulk soit calme, que je dirige ses pouvoirs, etc. Et derrière, dans le coffre, il y a la partie sombre, la partie plus brutale de Hulk. Et c'est vrai que ça a toujours été comme ça dans Hulk. Il y a toujours une part, finalement, qui contrôle le personnage. Et tout ce qui a trait à Hulk, ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, voilà, donc c'est toujours très intéressant de voir ça. Donc on a 4 tomes qui mettent en exergue effectivement ce nouvel Hulk, pourquoi il a eu ses pouvoirs, comment il a eu ses pouvoirs, mais aussi ses doutes en tant que jeune, pour dire bah oui mais en fait je suis hyper arrogant, je suis sûr de moi, etc. Mais en fait il a des fêlures qu'on va découvrir au fur et à mesure et qui vont peut-être faire changer le volant de main. Voilà. Et je trouve ça plutôt intéressant parce que on a un premier arc effectivement qui se veut très fun, mais sur lequel Greg Pak met quand même quelques doutes, quelques incertitudes et des thèmes assez communs à Hulk, c'est-à-dire la perte de contrôle, les traumatismes, la famille, l'aide, tout ça fait quelque chose de très, très sympathique. Et d'ailleurs, dans ce deuxième numéro, qui comporte donc les épisodes donc 1 à 4, donc 5 à 8, voilà, il y a 2 épisodes qui sont dessinés par Mike Shaw, que j'apprécie moyennement, du coup. Parce que il a un style très particulier. Alors, je sais pas si c'est les couleurs, etc., mais je suis moins fan. Alors forcément, après Frank Shaw, avec des couleurs très éclatantes, ça fait peut-être un peu plus terne. Et là, on apprend un peu plus sur le passé d'Amadeus et de sa sœur, Maddie, que je n'ai pas nommée, je m'en excuse. Et pourquoi ils en sont arrivés là. Et qu'est-ce qui se passe. Et donc là, il y a tout un arc avec l'Enchantress, effectivement, qui est Thor, Jane Foster,
Et c'est plutôt intéressant parce que là, on comprend les fêlures d'Amadeus. Et ce qui pourrait aussi le faire basculer d'un côté ou de l'autre. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal et on a des scènes qui sont assez marrantes parce que du coup, là dans cette histoire, Amadeus qui se vantait avec une arrogance toute juvénile d'avoir le contrôle, a des pertes de mémoire. On le retrouve à des endroits et il ne sait plus ce qu'il a fait. Voilà, il s'est transformé en Hulk, mais il ne sait plus ce qu'il a fait. Et du coup, là, on commence à basculer justement dans toute cette thématique de perte de contrôle. Et qui dirige Hulk qui dirige Hulk Qui dirige plutôt cette puissance. Parce que, en fait, Hulk est une entité presque à part entière. Hulk, c'est effectivement le Hulk d'Amadeus, c'est Amadeus, avec sa psyché et ses compartimentations. Un peu comme Bruce Banner. Bruce Banner, c'est Hulk. Sauf que il a des... Psychologiquement, il a sa personnalité qui s'est divisée, qui est plus complexe qu'un bloc. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on découvre au fur et à mesure qu'Amadeus. Sous son côté arrogant et fonceur, en fait, il y a autre chose. Il y a autre chose, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la haine, il peut y avoir plein de choses très intéressantes. Et du coup, ce qui est d'autant plus intéressant, eh bien, c'est la partie qui suit, dessinée par Alan Davis et en lien avec Civil War 2. Alors, spoil, pas spoil, enfin bref. Je vais essayer de ne pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu Civil War 2, qui, à mon sens, est vraiment nettement moins bien que Civil War 1. Hein, ça c'est dit. Je pense qu'il y a eu une perte assez appréciable de qualité entre le 1 et le 2. En tout cas, ça n'amenait pas la même chose. On en reparlera si vous en voulez en commentaire, mais je pense que Civil War 2 est quelque chose. Du coup, dans ce tome, donc on a la rencontre entre Banner et Amadeus. Et Banner qui n'a plus ses pouvoirs. Et du coup, qui là aussi vit des expériences qu'il n'a jamais vécues depuis un certain temps. On va dire que, allez, le temps dans l'univers Marvel est très compliqué. On va dire que ça fait peut-être 15 ans que la bombe a explosé. Donc ça fait 15 ans que Bruce Banner se contrôle, ne peut plus s'énerver, sous peine de se transformer en Hulk et de perdre le contrôle. Et tout ceci, en fait, même si ça a été vu avant, il y a plusieurs presque 700 épisodes de Hulk, il y a forcément des moments où il a réussi à retirer ses pouvoirs, à être plus en contrôle, à générer des choses, mais du coup, là, on voit aussi cette partie-là, parce que finalement, les comics, c'est aussi toujours un cycle. Même si ça s'est passé dans l'épisode 150, c'est n'importe quoi, et à l'épisode 500, donc 20 ans, 30, 25 ans plus tard, forcément, on peut recréer un peu ces perspectives en disant, voilà, regardez, qu'est-ce qui se passe quand Bruce Banner s'énerve et qu'il ne se transforme pas. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, du coup, Greg Pak, avec Alan Davis, fait cette partie-là. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, on a comment dire, un face-à-face entre Bruce et notre ami Tony Stark, que j'ai trouvé très émouvant dans la forme. Parce que, mine de rien, ce sont de vieux amis. Ça a été retconné aussi. Ils se sont connus bien avant d'avoir leur vie super-héroïque. Et voilà. Et donc, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont dites, et avec des sentiments, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Très intéressant et très émouvant. Alors après, il y a aussi toute cette partie avec justement entre Bruce et Amadeus sur ce pouvoir, sur ce que c'est les conséquences. Et je vais aussi le retrouver. On voit d'ailleurs, je vous spoil un petit peu, mais sans vous spoiler, cette salle où Hulk était gardé à l'époque quand ils seront transformés. Rick Jones le coinçait dans la grotte et il tapait contre le mur toute la nuit jusqu'à ce qu'il se retransforme le matin. Il y a plein de choses
qui sont très intéressantes, qui sont reprises de la continuité. Et je trouve que sur ces 8 épisodes, Greg Pak nous emmène quelque part. Nous emmène quelque part et c'est assez plaisant de voir tout ça. Après, effectivement, on va partir dans la partie Civil War 2 et autres, qui est tout aussi intéressante. Néanmoins, je n'ai pas. Peut-être qu'à l'occasion, je l'ai lu sur Daredevil Unlimited, j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça très intéressant aussi, et puis ça amène des perspectives encore vis-à-vis d'Amadeus Cho, avec cette fois un rôle aussi plus prégnant de Black Panther, et aussi de Captain Marvel, il me semble. Mais voilà, c'est plutôt pas mal en fait. Je trouve que il faut redonner cette chance à cette série, et c'est dommage que ça soit pas republié en français du coup, parce que je pense qu'il y a une partie des lecteurs qui connaissent ce personnage via Les Champions, le Mark Waid, qui est ressorti récemment en next-gen à 10 €. Mais pour moi, c'est pas les meilleurs pour comprendre le personnage. Ce personnage d'Amadeus, finalement, qu'on voit plus. Il me semble qu'il est intervenu une fois dans Immortal Hulk, mais de manière très succincte. Pas, dans mes souvenirs, hein, et que c'était pas hyper. Il faisait pas partie de l'histoire qu'Ali Wing a écrite sur ce personnage. Ce qui est un peu dommage peut-être, mais ça reste une vision de Hulk qui est intéressante, même si on peut dire, finalement, ça peut reprendre aussi le Rick Jones Hulk, qu'il y a eu à un moment donné, ou des choses comme ça, mais différent. Et puis en termes d'impact et d'influence, effectivement, c'est plutôt pas mal d'avoir un héros qui est plus jeune, qui est intelligent, en tout cas, mais qui est aussi très arrogant, mais arrogant d'une manière différente de Tony Stark ou autre. Donc c'est aussi intéressant de voir ça et de lire des histoires. Voilà pour cette petite redécouverte que j'ai faite et que j'ai beaucoup appréciée. Et on va passer à la dernière partie, avec là aussi une petite critique d'un tome qui a fait beaucoup parler d'encre récemment et qui le mérite. Je vais vous parler de Goldorak. Voilà, Goldorak qui est publié donc chez Kana en version classique, qui a été repris par Xavier Dorisson. Alors je vais essayer de ne pas écorcher les noms parce que Denis Bajram, Boris Cossu, Alexis Santenac, Yohan Guillot, d'après l'œuvre effectivement de Gonagai. Alors je l'ai lu ce tome, spoiler, c'est bien. C'est même très bien. Ça reprend effectivement ce qui se passe à la fin de l'animé, avec une vision très européenne finalement de Goldorak, même si on retrouve un peu l'esprit et tout ça, mais on a une vision beaucoup moins manichéenne de tout ça, ce qui est intéressant, et une vision aussi plutôt mature de ce que deviennent les personnages, parce que donc ça se passe après la série, après une dizaine d'années, il me semble. Il y a tout un résumé qui est fait, qui est très intéressant, voilà, qui permet de remettre en perspective justement ce tome et de l'appréhender de la bonne manière. Et voilà, il y a 10 chapitres, c'est chapitré, il fait 160 pages, etc. Et puis à la fin, on a une partie dans la suite de Goldorak qui reprend peu ou prou ce qu'il pouvait y avoir dans ce numéro aussi. Je vous l'avais présenté, donc avec la lettre à Gonagai, le script, les arcs préparatoires, tout ça, donc c'était dedans, hein. Donc on retrouve finalement, pour ceux qui n'auraient pas eu ce petit fascicule qui était gratuit et donné par les libraires qui en avaient, du coup on n'est pas, si vous achetez le tome, vous ne serez pas spoilé parce que c'est dedans en fait. Ce qu'il n'y a pas par contre, et que j'ai trouvé du coup intéressant, c'est toute la biographie des auteurs qu'il y a dans ce fascicule, mais qui n'est pas ici. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé que cette partie-là, parce qu'on voit juste leurs photos, hein, mais je sais pas, on voit juste leurs photos, mais on voit pas le texte qui était présent. C'est un petit bémol, je pense que ça aurait été intéressant, mais du coup, ça donne aussi tout l'intérêt à cet atelier de Goldorak. Donc du coup, des dessins qui sont très très bons, faut dire ce qui est, hein. Très très bon, un scénario qui est
plutôt malin et plutôt mature sur les thèmes abordés, sur les thèmes abordés qui sont finalement assez peu courants dans Goldorak. La culpabilité, le remords, les choix de vie, euh, les, les compromis, vraiment beaucoup de thèmes qui sont très intéressants et qui, à mon avis, rehaussent aussi l'ensemble. Parce que finalement, ce sont des thèmes en tout cas, dans mes souvenirs de gosse, qu'on voyait assez peu. On voyait le Golgoth arriver, on voyait Alcor détruire les différentes soucoupes, Goldorak faire Astéroach, Cornofulgur, et voilà, et ça finissait, et puis une espèce de... alors même si l'intrigue pouvait... Alors du coup l'intrigue principale, moi je m'en souviens plus trop, j'ai plutôt l'impression de choses qui, un peu comme Bioman, revenaient. C'est-à-dire que un nouveau Golgoth qui arrive, Goldorak qui sort, et qui le détruit, et ainsi de suite. Même si on pouvait voir une petite évolution avec justement l'implication plus de Vénusia, etc., etc. Mais du coup, dans mes souvenirs, ça reste très très flou. Mais là, on voit bien que tous les personnages, ils ont une vie, ils ont quelque chose à raconter. Et quelque chose à faire. Et c'est très important aussi de voir que tout ça, c'est pas neutre, en fait. Rien n'est neutre. Il y a beaucoup de choses qui sont pas neutres et qui ont des impacts sur la vie des personnes. Et non, je pense que c'est vraiment vraiment intéressant. Enfin, c'est vraiment 11 chapitres. Mais et surtout la fin, la fin. Alors, je vais pas spoiler la fin. La fin comment dire, elle m'a rendu un peu triste. Mais n'imaginez pas, hein, sans spoiler, ça n'est pas un spoiler ce qui va se passer. Le triste ou pas triste. Je vous dirai pas si quelqu'un meurt, si quelqu'un meurt pas, si je suis triste à cause de ça ou d'autres choses. Mais en tout cas, elle fait réfléchir la fin et je la trouve triste dans sa finalité, même si elle est pleine d'espoir aussi. Mais bon. En tout cas, c'est une lecture. Alors, certes, d'aucuns diraient que c'est un peu cher. 24,90 pour ce tome. Bon, c'est un très grand tome. Hein. Si je vous remets un format kiosque à côté, voilà, c'est quand même un album grand format qui est bien épais, avec vraiment un tome très très beau. Hein. Et des dessins superbes, le scénario qui se tient, les couleurs qui éclatent. Voilà, vraiment non, il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon et du coup, je trouve que cette vision, alors je disais très européenne parce que du coup, pour moi, dans l'esprit japonais, il n'y a pas forcément les mêmes thèmes assurés de la même manière. L'histoire a pu être totalement différente, mais avec la même chose. Mais c'est pas mal aussi. Enfin, je trouve ça plutôt pas mal et je trouve que c'est une très bonne. Est-ce que c'est une très bonne bande dessinée. Voilà. Bande dessinée regroupant manga, comics, etc. Je trouve ça vraiment très très bien. En tout cas, outre l'aspect nostalgie, hein, effectivement, ceux qui ont connu le personnage seront plus intéressés pour lire ses aventures. Il ne faut pas se leurrer. Un jeune qui va commencer va avoir plus du mal à adhérer à l'univers. Néanmoins, je pense que s'il s'attarde sur le résumé et qu'il prend comme tel, la BD peut se suffire à elle-même. Pour moi, ça n'est pas qu'une BD liée à la nostalgie, liée à tout ça. Il y a une grande part, certes. Forcément, quand on parle de Goldorak, voilà, on ne dit pas Great Mazinger. Je crois que c'est ça en japonais. Great Mazinger. Great Mazinger Z. Je ne suis pas un expert, du coup. Mais voilà, je pense que ça peut faire plaisir à tout le monde. Tout le monde peut y retrouver quelque chose. Voilà. Et dans cette période de kaiju, c'est assez intéressant de voir justement le roi des robots intervenir. C'est plutôt pas mal. Et d'un point de vue réaliste, c'est ça aussi qui fait aussi toute la force de cette BD. Voilà. Donc une très très bonne découverte de mon côté. Voilà. C'en est fini avec ce nouveau type de format, du coup beaucoup plus long, mais c'était le but aussi, hein, de pouvoir parler peut-être plus simplement, sans contrainte,
de manière à vous présenter plus de choses sur lesquelles on peut interagir. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager aussi, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Voilà, dites-moi s'il y a des choses qu'il faudrait que j'améliore, qu'il faudrait que je change, si vous voulez voir d'autres choses, si ce principe de découpage vous intéresse. N'hésitez pas. Du coup, en termes de fréquence, comme l'émission est... Quoi, l'émission? La vidéo va être beaucoup plus longue. Ça sera forcément au détriment, entre guillemets, d'autres choses. Hein. Je ferai peut-être moins de step by step. Je serai plus à une vidéo par semaine qu'à 3, comme je pouvais le faire, ou voire à 7, comme ça m'est arrivé. Néanmoins, je ne m'interdis pas de revenir sur les formats précédents et de réfléchir à tout ça. C'est évolutif. C'est aussi le principe, c'est de parler librement de sujets et de pouvoir discuter avec vous. Puis j'essaierai aussi de grouper du comics, du manga, de la franco-belge ou autre. Peut-être aussi d'autres choses qui me tiennent à cœur et puis partager avec vous. Sur ce, je vous dis ciao!